Tarzan. Tarzan. Tarzan, Lord of the Jungle. Un des premiers personnages de la pop culture qui a traversé le temps, et ce dans plusieurs formats. À son palmarès, 43 films, plus de 500 émissions de radio et plus de 12 000 bandes dessinées, et je vous passe les adaptations en série télé. Nous allons parler aujourd'hui du roi des animaux, le premier écolo de la nation, Tarzan, l'homme singe. Je suis le roi des animaux. Dans cette vidéo, nous allons surfer sur les œuvres historiques qui ont favorisé l'iconisation du personnage. Évidemment, j'ai sélectionné celles qui m'ont le plus touché, mais promis, nous parlerons de l'œuvre la plus cultissime depuis les années 90. Oh, je vois! Mais pour commencer notre voyage, je vous propose dans un premier temps de partir à la découverte de son créateur, Edgar Rice Burroughs, qui créera l'homme singe dans un roman publié en 1912. Avant d'être écrivain, Edgar Rice Burroughs a eu plusieurs vies. Il a été policier, représentant d'ampoules, livreur de glace et vendeur de taille-crayon. C'est en 1910 qu'il commence à écrire des feuilletons pour les journaux. Et avant d'imaginer l'histoire de Tarzan, Edgar Rice Burroughs écrira une première œuvre, John Carter. Ce personnage est d'ailleurs célèbre pour avoir eu une adaptation au cinéma par Disney qui avait été un véritable échec. Tu es très laid, mais tu es magnifique! C'est le magazine All Story qui publiera ce premier feuilleton qui séduira tous les lecteurs, contrairement à son adaptation de Disney. Et c'est sur cette lancée que l'écrivain imaginera l'histoire d'un enfant élevé par des primates. Et pour écrire son personnage, Edgar Rice Burroughs s'inspirera de deux personnages fondamentaux. Le personnage de Vendredi sauvage présent sur l'île où se retrouvera Robinson Crusoe, mais également un autre personnage que vous connaissez tous, Mowgli du livre de la jungle. Que je te dise, toi, tu me plais. Le roman de Rudyard Kipling qui s'était déjà inspiré des fondateurs de la ville de Rome, Romulus et Rémus. Son histoire s'appuyait sur les théories du darwinisme social, science qui eut son heure de gloire au début du XXe siècle. Et lors de l'écriture du premier roman de Tarzan, Burroughs avait une véritable vision ambitieuse sur l'humanité que devait incarner son personnage. Homme! Dieu! Animal! Et il était intéressant de développer la vision optimisme de l'humanité avec un homme qui n'avait jamais grandi auprès de ses semblables. Même si son héros sera bien évidemment confronté à la perversion et l'avidité de l'homme. Et dans son roman, Burroughs présente Tarzan ainsi. Tarzan est le fils d'aristocrates anglais qui ont été débarqués dans la jungle africaine à la suite d'une mutinerie. À la mort de son père, attaqué par le chef d'une tribu de grands singes, Tarzan bébé est recueilli par une guenon appelée Kala. Dans le roman, Burroughs propose une variété de singes appelés les Maganis, une espèce inconnue de la science mais qui partage des caractéristiques communes avec les gorilles, les chimpanzés et les premiers hominidés. Ces grands singes ont la particularité d'avoir une forme primitive de langage, la langue grand singe. En Magani, Tarzan signifie peau blanche, mais son véritable nom est John Clayton III, Lord Greystock. Tarzan devra survivre dans la jungle depuis sa plus tendre enfance, et cela lui permettra d'adopter des aptitudes physiques bien supérieures aux plus grands athlètes qu'on pouvait connaître. Mais il arrivera à développer également son intelligence et arrivera à apprendre la langue anglaise tout seul, grâce au livre d'images qu'avaient emporté ses parents. Alors attention, quand je dis qu'il apprendra la langue anglaise, il n'arrivera pas à la parler, mais il arrivera à la comprendre. Rince-toi. Il arrivera à écrire et lire un anglais parfait et il apprendra à parler français avant d'apprendre l'anglais grâce au lieutenant Darno qu'il sauvera d'une tribu cannibale. C'est donc adulte que Tarzan rencontrera pour la première fois ses semblables. Une tribu autochtone vivant également dans la jungle avec laquelle il pourra se civiliser. C'est après sa rencontre avec Jane Porter, qui devient sa compagne, qu'il se rendra un temps en Amérique, puis s'installera en Angleterre. Tarzan, devenu Lord Greystock, et Jane auront un fils nommé Jack qui, fasciné par le passé de son père, fugue et parvient à gagner la jungle africaine. Pour le retrouver, Tarzan rejettera le monde dit civilisé et accompagné de Jane, il retournera à la vie sauvage. Ce n'est que des années plus tard qu'il retrouvera son fils, désormais devenu adulte et comme lui jadis ayant grandi dans la jungle où il est devenu Korak, le tueur. D'ailleurs, Tarzan, Korak et Jane vont souvent se retrouver au travers des aventures des romans écrits.
Dans ses romans, Burroughs arrive à mêler à la fois les aventures fantastiques de son personnage, mais également le drame social que représente la tragédie de l'histoire de Tarzan, à savoir la disparition de ses parents et le fait qu'il ait dû se débrouiller tout seul, dès petit, dans une jungle aussi hostile. Je me débrouillerai et tu assisteras à mon départ. Mais ce qui va être surtout intéressant autour de ce personnage, c'est qu'il apporte une position assez méta sur un regard critique autour de l'humanité et de ce que nous faisons de nos capacités. Ayant été élevé par des singes, Tarzan ne peut pas connaître tous les méfaits dont l'humanité est capable. Et c'est au travers du regard de Tarzan que Burroughs cherche à nous délivrer un message. Car Tarzan incarne finalement deux entités paradoxales. À la fois, il est Tarzan, l'homme singe, l'homme sauvage, n'ayant besoin ni de vêtements ou autre matériel, mais pouvant se suffire à lui-même en cueillant ou en chassant. Et d'un autre côté, il incarne la figure aristocratique en étant Lord Greystock, s'obligeant à évoluer dans un luxe qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, mais surtout un luxe dont il n'a pas besoin. Ça sent pas très bon. Ce qui offre une des premières remises en question du côté matérialiste que l'humanité a développé, et des besoins que nous nous sommes créés. Jane, Tarzan, Jane, Tarzan, Jane, Tarzan. Vous le comprenez bien, Tarzan était un personnage trop important pour se cantonner à rester que dans de simples livres. C'est pourquoi il aura droit à sa première adaptation cinématographique en 1918 dans un film muet où il sera interprété par Elmo Lincoln. Mais c'est véritablement en 1932 que le personnage de Tarzan prendra un véritable tournant au cinéma. Une franchise de 12 films qui se tournera entre 1932 et 1948 et c'est l'ancien champion olympique de natation Johnny Weissmuller qui interprétera le personnage et iconisera littéralement ce qu'est Tarzan. Et pour le rôle de Jane Porter, on castera Maureen O'Hara. Je m'appelle Jane Parker. L'adaptation des années 30 apporte des nuances sur les origines du personnage, car cette fois-ci, il sera bien élevé par des chimpanzés et n'aura aucune idée du langage humain, n'ayant pu être familiarisé avec l'héritage de ses parents. Tarzan s'éloignera totalement de ses origines humaines pour s'identifier uniquement à un singe blanc, devenu seigneur de la jungle et craint par les tribus africaines locales. Et le film de 1932 offrira un des éléments les plus cultes quand on pense à Tarzan, je parle évidemment de son cri. Il existe plusieurs différentes histoires sur la création du cri de Tarzan. Ainsi, plusieurs affirment que c'est Lloyd Thomas Letch, chanteur d'opéra américain des années 40 à 60, qui est la voix originale derrière le cri de Tarzan. Mais d'après le chroniqueur Ellen Boyd, le cri est mélangé avec le grondement d'un chien, la trille d'un soprano, la note sol d'une corde de violon et le cri inversé d'une hyène. Bill Moyers aura une autre théorie. Il a été plutôt créé par la combinaison d'enregistrement de la voix de 3 hommes, un baryton, un ténor et un hog caller de l'Arkansas. Vous me direz évidemment dans les commentaires la version que vous préférez. Mais les films des années 30 mettent surtout en écran un Tarzan maître de son environnement, n'évoquant jamais ses origines aristocratiques et restant tout simplement Tarzan, le légendaire homme singe. C'est d'ailleurs pour cela que Tarzan ne sera jamais emmené vers la civilisation, à l'exception du film Tarzan à New York, où Tarzan et Jane partent sauver leur fils adoptif kidnappé par un promoteur de cirque. Et Tarzan sera toujours mis en scène comme une élévation de l'humanité, sans cupidité, sans ambition autre que le bien-être de son entourage, où chaque interaction avec d'autres humains cherche toujours à illustrer l'aspect le plus négatif de l'homme, dit civilisé. D'ailleurs, même la paternité de Tarzan aura un autre traitement dans cette série de films. Contrairement au roman qui offrait à Jane et Tarzan un fils biologique, dans la franchise des années 30, ils adoptent un jeune garçon qui aura une histoire bien similaire à celle de son père adoptif. Un jeune garçon rescapé du crash d'un avion que Jane et Tarzan trouveront, adopteront et élèveront comme leur propre fils. Le film de 1932 créera également un personnage emblématique de la franchise Tarzan, je parle du singe Cheetah, devenu emblématique et qui reviendra dans la plupart des adaptations du héros. D'ailleurs, le personnage de Cheetah inspira certaines célébrités à adopter un chimpanzé comme animal
Bien sûr, je vous démontre là tous les aspects positifs qu'a eu la licence de 1932, mais croyez bien que cette adaptation de Tarzan a également sa part d'ombre. Car la série de films oublie un élément essentiel du roman. C'est la cohabitation de Tarzan avec les tribus africaines. Dans les romans, Tarzan perçoit les tribus comme ses frères, vivant en totale paix et égalité. Alors que le cinéma va orienter un récit bien plus xénophobe, représentant les Africains comme victimes de persécutions colonialistes énormément infériorisées, voire sauvages et cruelles. La lecture préalable des romans a amené certains critiques à considérer ces nouveaux scénarios cinématographiques des années 30 comme relevant de la stupidité la plus totale et de la trahison la plus odieuse. D'ailleurs, Edgar Rice Burroughs a voulu attaquer la MGM pour ses choix scénaristiques, ne représentant absolument pas le message qu'il voulait véhiculer au travers de ses romans. Pour éviter les poursuites judiciaires, les réalisateurs inséreront au générique de chacun de leurs films très librement adaptés des personnages créés par Edgar Rice Burroughs. Alors bien sûr aujourd'hui, quand on entend parler de Tarzan, on pense principalement à l'œuvre de Disney sortie en 1999. Mais avant de vous parler de cette œuvre-là, j'aimerais vous parler de celle qui, à mon sens, est la plus fidèle et la plus représentative du héros, le film Greystock, la légende de Tarzan, sorti en 1984. Greystock, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes. Le film sera réalisé par Hugh Hudson et c'est notre Christophe Lambert national qui incarnera l'homme singe. Incroyable! Et là où la mise en scène du personnage va être hyper intéressante, c'est que Hudson ne cherche pas à faire de Tarzan un héros, mais cherche vraisemblablement à marcher dans les traces de Edgar Rice Burroughs et démontrer à l'écran un véritable drame social, portant un nouveau regard critique sur l'humanité. Car dans ce film, Tarzan doit survivre dans deux mondes. Il ne voulait pas se cantonner à offrir un Tarzan surhumain. D'un côté, vivre dans la jungle africaine hostile et survivre comme un enfant étant seulement élevé par des gorilles déjà extrêmement violents. Ici, je ne suis pas chez moi. Alors que tu pourrais l'être. Tu es un homme, tu es un être humain. Que c'est ça, la vérité, la réalité. Mais il devra également survivre dans le monde sans scrupules de l'aristocratie anglaise. Une bonne règle à suivre, John. Ne jamais lâcher une larme. N'ai-je pas raison? Étant le seul héritier de Lord Greystock. Si c'était un Greystock, je le reconnaîtrais dès le premier coup d'œil. Et à votre avis, laquelle de ces deux jungles est la plus dangereuse? Hudson ne ménage pas son personnage dans le film. Il explore à la fois le décès des parents de John Clayton, cet enfant laissé au milieu des singes qui cherche à trouver sa place, rejeté par les autres jusqu'à son couronnement symbolique auprès des gorilles. Un des éléments cruciaux du film, c'est sa rencontre avec D'Arnot, à qui il sauvera la vie et qui lui apprendra à parler et le ramènera en Angleterre, lui révélant ses véritables origines. C'est en Angleterre que Tarzan rencontrera Jane, pour laquelle il tombera éperdument amoureux. Et c'est là où la notion de sacrifice va être importante et la notion de choix. Car vous le savez bien, choisir, c'est renoncer. Donc que doit-il faire ? Doit-il renoncer à la vie idéale qu'il projette dans sa jungle africaine, ne se reconnaissant pas dans les valeurs et la façon de vivre de la civilisation anglaise? Ou alors doit-il renoncer à l'amour de sa vie pour pouvoir retrouver sa jungle natale? Tarzan ne comprend pas ce monde auquel il est censé appartenir. Et l'état sauvage lui semble bien moins cruel et bien moins hostile que cette aristocratie. Et Tarzan ne cessera d'être confronté à ces deux mondes dans le film. Il sera obligé de vivre d'un côté le deuil de son père qui sera abattu devant lui. C'était mon père! Mais également vivre le deuil de la disparition de son grand-père pour lequel il s'était pris d'affection depuis son retour en Angleterre. Les retrouvailles de Tarzan avec son père adoptif sont fortes, lui permettant un instant de s'évader de son monde aristocratique, se replongeant dans l'innocence de son enfance et de la jungle dans laquelle il avait grandi. Un magnifique film qui se clôturera sur le retour de Tarzan dans la jungle, observé au loin par la femme qu'il aime. Je vais rentrer chez moi. Après Greystock, Tarzan connaîtra quelques adaptations en série TV. Il aura également droit à quelques téléfilms et un en particulier avait titillé ma curiosité, c'était le téléfilm Tarzan à Manhattan.
Une réinterprétation du personnage qui se rendra dans la jungle urbaine de New York pour retrouver le braconnier qui avait terrassé sa famille et enlevé Cheetah. Rencontrant cette fois-ci Jane Porter à Manhattan, étant dans cette œuvre un chauffeur de taxi avec un père enquêteur. Vous l'avez compris, ce téléfilm ne cherchait pas à reprendre le film Tarzan à New York qui était déjà sorti dans les années 30, proposant une histoire bien différente et étant littéralement un one-shot comme une sorte d'épisode dérivé de la vie de Tarzan. C'est Joe Lara qui sera choisi pour interpréter Tarzan dans ce téléfilm de 89. Mais Joe Lara reprendra également le rôle de Tarzan pour une nouvelle série sortie en 1996, Les Aventures Fantastiques de Tarzan. Une série qui avait pour le moins des effets et un scénario assez discutable. Moi aussi j'ai eu ce sentiment. Pendant les années 90, Tarzan fera beaucoup moins parler de lui, jusqu'à ce que Disney s'approprie l'histoire pour en faire sa propre adaptation qu'il sortira en 1999. La maison Disney est bien connue pour savoir adapter des œuvres originales et s'approprier les personnages. Car Disney a toujours su rendre subtile l'histoire d'un personnage pour le façonner et l'iconiser un peu plus. Et vous allez voir que Tarzan ne va pas y échapper non plus. Disney reprendra l'histoire de Tarzan sans pour autant la dénaturer et offrira un récit bien plus basé sur l'acceptation de la différence, développant un jeune Tarzan qui cherche à comprendre ses différences avec sa famille singe, pourquoi est-il blanc, pourquoi sa morphologie est différente de celle de sa mère, jusqu'à comprendre qu'il existe des êtres semblables à lui lorsque la famille Porter débarque pour étudier les gorilles. Partant sur cette trame-là, tous les codes scénaristiques de Tarzan sont assez présents. Seulement le personnage de Cheetah sera gommé de l'histoire, ce qui est assez étonnant de la part de Disney, eux qui aiment bien insérer des mascottes pour pouvoir vendre des jouets, mais d'autres gorilles feront leur apparition, tels que Toc ou l'éléphant Tantor. Oh alors arrête tout singerie et accroche-toi! Mais la nuance la plus frappante sera évidemment l'antagoniste du film qui se fera appeler John Clayton. Clayton! Un choix plutôt étrange étant donné que, je vous le rappelle, le nom John Clayton est initialement le nom anglais de Tarzan. Je t'assure. Il est étonnant de la part de Disney d'avoir fait ce choix. Peut-être une manière de démontrer le détachement et l'autre message que voulait faire passer le film par rapport à l'œuvre originale. Car même si Disney ne cherche pas à développer les origines de Tarzan, n'explorant absolument pas sa condition de conte, son appartenance au milieu aristocratique, jusqu'à choisir de ne dérouler l'action du film uniquement dans la jungle. Des choix scénaristiques que nous pouvons comprendre. Le film Tarzan aura droit à une suite, Tarzan 2. mais également une série d'animation. La légende de Tarzan et Jane. Qui, disons-le franchement, n'était pas à la hauteur du premier film. Cependant, il faut bien reconnaître que Disney a su iconiser encore plus le héros de Tarzan, jusqu'à ce que les générations actuelles puissent penser que Tarzan est un personnage à part entière de Disney, et n'ait pas eu toutes les adaptations qu'on lui connaît avant le film d'animation. Quelle sorte d'animal es-tu? Justement! La représentation de Tarzan dans les années 2000 va être un petit peu plus chaotique. On aura le droit à une nouvelle série Tarzan et Jane qui essaye également d'offrir une narration dans le milieu urbain, mais une série qui n'a pas fonctionné et sera très vite annulée. À mon avis, tu vas bientôt le savoir. Nous aurons également le droit à un nouveau film d'animation en 2014 qui sera totalement passé inaperçu, et une nouvelle adaptation cinématographique verra le jour en 2016. Lui, c'est Tarzan. Et vous, Jane? Il viendra pour vous. D'ailleurs, à mon sens, le casting était la seule chose pertinente du film. On pouvait y voir Margot Robbie, Samuel L. Jackson ou encore Christopher Waltz. Et c'était Alexander Skarsgård qui incarnait le personnage. Pour vous dire, le vrai souvenir que j'en ai de ce film, c'est cette scène iconique du combat entre Tarzan et un gorille. Parce que je sais maintenant qui je ne suis pas. Vous êtes le comte de Greystoke! On peut dire que Tarzan est un des héros qui aura pu vivre l'intégralité du XXe siècle et arrive encore à se trouver une place au XXIe siècle. Ce personnage continue à fasciner déjà pour l'authenticité et toutes les valeurs qu'il représente, mais également tout le degré d'inconnu qui force l'admiration à comprendre comment un enfant a pu survivre dans une jungle aussi hostile. Que ce soit à travers les romans, à travers les films ou à travers les séries télé, il a toujours su trouver son public jusqu'à encore être adapté aujourd'hui.
Que ce soit au travers de Disney, que ce soit au travers du film Greystock, ou que ce soit encore au travers de l'adaptation de Johnny Weissmuller et ce cri emblématique, Tarzan a su être représenté dans chaque décennie. Et encore aujourd'hui, posez la question à n'importe quelle génération qui est Tarzan, il saura sûrement vous répondre. D'ailleurs, vous, quelle version de Tarzan vous a le plus marqué? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires et c'est là-dessus que nous clôturons cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager si vous l'avez aimé et bien sûr me dire également dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première, mais surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao les amis.